Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission L'Arène du Sport, ce numéro 5 de cette émission coproduite par trois médias, Edema TV, Dabaro TV et ABM Sport. Ce soir, nous allons discuter de tout ce qui concerne l'actualité sportive au plan local, notamment le championnat professionnel de football qui se poursuit et qui va déjà à sa fin. On va aussi parler de cette activité organisée par l'ABS, l'association Bonto Sport, et aussi cette grosse actualité de fin de semaine, on va dire de début de semaine plutôt, parce que c'était ce mardi, cette liste des A-Prime, des GEPA A-Prime, présentée par le sélectionneur national. Aujourd'hui, tout le monde sait d'ailleurs qui sont 16 joueurs qui feront partie de cette expédition face aux Lions de la Teranga. Ensuite, nous allons discuter de toutes ces actualités, notamment de cet incident qui a eu lieu du côté de Niki pendant le championnat, cet incident qui concerne un peu la violence sur les stades. Nous allons discuter aussi de projections de la journée 22 du championnat national, c'est-à-dire bien de la Super League Pro, et aussi voir quels sont les enjeux liés à cette 22e journée du championnat. Et en aperçu, nous irons voir un peu les qualités qu'il faut avoir pour être un bon arbitre, et ça ce sera avec notre expert, l'instructeur des arbitres, M. Daoud, qui va nous expliciter un peu les différentes qualités que nous devons avoir ce soir. Et pour ce numéro 5, je suis avec mes éternels confrères, mes éternels journalistes, mes éternels chroniqueurs de ce plateau. Il s'agit bien de Aléo Tourné. Bonsoir. Bonsoir Dieudonné, bonsoir à tous. Très heureux d'être là. Bonsoir à vous, Eman Rousseau. Bonsoir Dieudonné, bonsoir à tous les téléspectateurs de Dabaro TV, de ABM Sport et de Dema TV. C'est un plaisir de toujours répondre à votre appel pour débattre du sport au plan local. Le plaisir est partagé. Voilà ainsi planté le décor de cette émission qui va durer 52 minutes et déjà nous partons pour l'actualité. L'actualité, comme vous le savez, cette rubrique va se focaliser sur la Super League Pro, bien évidemment la 21e journée de la Super League Pro. Et déjà, nous allons faire un tour du côté de Aplaroué pour voir cette confrontation qui a opposé Dadje Football Club à Damissa, une rencontre que Dadje a remportée par le score de 2-0.
Vous l'avez vu, Damissa Football Club qui a perdu à l'extérieur et qui confirme certainement ce caractère qu'on lui colle depuis un certain moment de mauvais voyageur. Pendant ce temps, du côté de Niki, l'Union sportive des Cavaliers de Niki a remporté son match face à Banigansi FC de Barikwara. C'est un soulagement total pour tout le monde, les joueurs, les staff techniques et les dirigeants. Parce que bon, on est en train d'essayer de faire quelque chose dans le championnat. Mais quand vous voyez tout le match qu'on perd ça par détail. Mais aujourd'hui, maintenant, quand on a gagné 1-0 à la maison, c'est très quelque chose. C'est un soulagement total pour nous tous. Mes impressions ne seront pas jamais bonnes parce qu'on a perdu. Voilà, on était en face d'une équipe qu'on savait qu'ils ne vont pas déposer le ballon. Ils vont toujours balancer. Voilà, mais en premier mi-temps, on a bien loupé les deuxièmes balles. Mais en deuxième mi-temps, voilà, et vers la fin de la première mi-temps, on a encaissé un but sur une hésitation défensive. Mais en deuxième mi-temps, voilà, on a plus posé le ballon. Et vous avez vu, la deuxième mi-temps, ce n'était pas du football. Voilà, nous, on a posé le ballon pour jouer, mais de part et d'autre, ça tombait de n'importe comment. Voilà, on fait partie. Ils ont géré, on a voulu égaliser, on n'a pas pu. Bon, ça fait partie du football, on a perdu aujourd'hui. On va chercher la prochaine journée chez nous. L'Autopopo, depuis un certain moment, n'en finit pas d'enchaîner des victoires, un peu comme pour mettre la pression au leader actuel Coton Sport. Et l'Autopopo, opposé à Takuna Football Club, a pu tirer son épingle du jeu par un score étriqué de 1-0. C'était du côté de Lokossa. Mes impressions, elles sont bonnes. Vous savez, vous supportez une équipe à domicile, l'équipe gagne, c'est toujours de la joie au cœur. Donc on est très content de la prestation des Lotto Boys ce soir. L'équipe en face aussi n'a pas démérité, mais nous, ce qu'on veut, c'est la victoire et on l'a eu. Et on est en joie. On est très content pour ça. Et que nos joueurs continuent dans cette lancée-là, qu'ils gagnent les 2 matchs pour finir en beauté le championnat. C'est vrai que au moins avec ces victoires, la deuxième place sera garantie. C'est vrai, la première place, c'est pratiquement impossible, avec vu les points d'écart qu'il y a entre le leader actuel, Coton, et Lotto. Au moins finir avec deuxième position, ce qui va nous permettre de jouer, au moins de participer à la phase éliminatoire des trucs là, préliminaires d'une compétition africaine. Voilà. Donc on est très content, très content pour ce résultat. Au début, on avait voulu être champion, mais les choses ne sont pas passées comme on l'aurait souhaité. Mais on accepte la place qu'on occupe aujourd'hui et on est très fiers pour ça. Lokossa, c'était plutôt l'ancienne résidence de cette équipe de l'Autopopo désormais qui a pris base du côté de Grand Popo. Coton Sport, le leader aussi, a pu tirer son épingle du jeu avec un score de 3-1 face à la Jacques.
On va faire un tour complet de l'actualité sportive au niveau du football et dire simplement que pour cette première et cette 21e journée de la Super League Pro, Dragon et Aspac se sont séparés sur le score nul vierge de 0 but partout. Requin a perdu face à Lasvo, 1 but, 0 but contre 1. Les Buffles ont perdu 3 buts contre 1 face à Dynamo d'Abomey. C'était du côté de Parakou et Aïma a battu l'AS Cotonou sur le score de 1 but à 0. On va poursuivre avec l'actualité et voir les images de cette activité de l'ABS, l'association Bonto Sport, qui s'est déroulée du côté de Parakou le week-end dernier. C'était la sélection pour les phases nationales de cette activité appelée Olympiade de Bonto. Voilà ainsi l'actualité qui a meublé ce week-end le sport au niveau du Bénin. Vous aviez suivi comme nous un peu tout ce qui est passé dans le championnat. On va poursuivre directement cette émission en allant au Zoom. Le Zoom, comme vous le savez, c'est cette partie où nous discutons de toute l'actualité. Nous faisons le débat avec mes chroniqueurs déjà installés. Aliou Tondé, vous étiez certainement sur les champs de reportage. Vous aviez suivi au-delà de votre casquette de journaliste reporter sportif. Vous aviez suivi un peu tout ce qui s'est produit. Et lorsqu'on voit un peu ce résultat de Loto et de Coton qui gagne son match depuis 3 journées, c'est des victoires. Et Coton aussi qui reste dans la même dynamique, même si entre-temps, face à Damissa, ils ont connu un ralentissement. Cela ne change pas trop. Et la figure, la physionomie, le classement final, Coton toujours leader, Loto qui poursuit. Ah oui, on se rend compte tout simplement que depuis quelques journées maintenant, la dynamique elle est maintenue de part et d'autre, notamment du côté de Coton. Certes, il y a eu ce coup de frein enregistré face à la formation de Damissa, mais rapidement, ils ont quand même réussi à se relancer. De l'autre côté, vous avez également une équipe comme Loto qui véritablement comprend et se dit qu'attention, la deuxième place mathématiquement n'est pas totalement encore acquise. Donc, il faut rester à l'affût et je pense que c'est ce que du côté de Loto, vous pouvez également on essaye de faire et franchement ce mano à mano que les deux formations se livrent donne un suspense vraiment très intéressant à cette Super League professionnelle. Oui, un mano à mano qui fait qu'au classement final on a Coton qui a 51 points plus 18, Loto 44 points plus 18. Mathématiquement c'est 7 points d'écart et suivi de Ayema 38 points plus 6, mais cette équipe de Ayema qui ce week-end aussi a remporté son match face à l'AS Cotonou et qui essaie de pouvoir mettre la pression chaque fois à Loto Popo, mais véritablement Ayema va-t-il tenir le bon bout
Eman. Pour le prochain match, pour la 22e journée, on souhaiterait que l'Autopopo gagne pour maintenir sa place. Ça c'est votre souhait? Ça c'est mon souhait, pour toujours maintenir sa place. Et aussi Coton, je vais aussi souhaiter que Coton gagne pour être leader du championnat. Et les yeux seront en même temps rivés vers les éliminatoires pour la place continentale. Et donc, à vous entendre, il faut rapidement couper court au suspense. Il ne faut pas attendre forcément la dernière journée pour voir qui sera champion. Il faut déjà savoir, même s'il y a encore des journées, il faut déjà savoir ceux qui vont jouer pour la qualification au plan continental. Oui, Eman est déjà projeté dans le futur. Il est déjà dans les compétitions africaines où il se dessine déjà les vainqueurs, les deux représentants du Bénin. Mais on ne va pas s'attarder sur ce sujet vu que le suspense qui est là n'est pas aussi flagrant que cela. On va aborder un peu ce match qui a opposé plutôt les Buffles du Borgou à Dynamo d'Abomey. Les Buffles en temps nous avions montré que les subventions ont apporté un peu de souffle et que désormais il va falloir compter avec eux pour ne pas occuper la dernière place. Mais face à Dynamo d'Abomey, les Buffles ont totalement croulé. Oui, c'est vrai que c'est dur, mais c'est la triste réalité. Voilà, du côté des Buffles du Borgou, en ce moment, on le sait, les difficultés sont là et ça fait qu'ils n'ont pas un effectif vraiment de taille, un effectif de qualité, ça il faut le reconnaître du côté des Buffles du Borgou. Cette saison, en tout cas pour le compte de cette Super Ligue professionnelle, on n'a pas vraiment une équipe solide qui peut véritablement résister face à un certain nombre d'équipes dans cette Super Ligue professionnelle. On l'a vu, ils ont perdu pratiquement face au top 8 de cette Super Ligue professionnelle. C'est dit tout simplement que l'effectif, il est vraiment très moyen. La faute peut-être à tout ce qu'il y a eu à l'intersaison. On a dû pratiquement changer le visage, la colonne vertébrale même de cette équipe-là. Quand c'est comme ça, en l'espace d'un mois, c'est difficile d'asseoir une équipe véritablement compétitive. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de payer tout cela. Et un peu comme j'aime le dire depuis quelques journées maintenant, du côté des Buffles du Borgou, on a vraiment hâte que la saison finisse. Les Buffles sont pressés que la saison finisse. Après, comme on tient à ce cauchemar, ce cauchemar, une descente aux enfers de la troisième, de l'avant, dans le top, le dernier, le bas classement, c'est-à-dire les trois derniers, ils étaient les Buffles descendent, qui font la course pour ne pas finir dernier. Et les Buffles qu'on a connus il y a quelques années, ce n'est pas ça. Et comme l'a dit, les subventions aussi sont venues. Bon, c'est juste une ou deux victoires qu'ils ont engrangées et le public avait cru que bon, on allait faire face à une série de victoires, mais c'est la descente aux enfers qui continue. Oui, à contrario, il y a Dragon de Lomé qui, lui, véritablement sort un peu la tête de l'eau. Et n'eût été ce match nul qu'ils ont fait le week-end écoulé, ils auraient mis une certaine pression au Buff qui désormais devra faire une victoire à la 22e journée. Sinon, c'est carrément la dernière place assurée. Oui, je pense moi que du côté des Dragons de Lomé, franchement c'est quand même très intéressant ce qu'ils vivent ces dernières journées. On l'a vu pratiquement sur les 3, sinon 4 dernières journées, 0 défaite pour une équipe qui n'avait même pas gagné le seul match sur les 18 précédentes. Donc je me dis que voilà, là vraiment on sent l'effet vraiment des subventions du côté des Dragons de Lomé parce qu'on a une équipe vraiment qui est surmotivée désormais. Ils ont réussi quand même à enchaîner 2 victoires consécutives. Là ils viennent d'enchaîner 2 matchs nuls consécutifs face à des équipes quand même mieux classées par rapport à eux. Donc c'est dire que cette bouffée d'oxygène quand même permet à l'équipe la plus titrée du pays de désormais quand même se remettre un tout petit peu, même si là on va le dire comme ça, c'est trop tard. Et véritablement pour apporter un peu d'eau à votre moulin, c'est dire que les Dragons font partie de ces équipes qui ont épongé totalement leurs dettes. Et on a vu le résultat au niveau des Buffles. On ne maîtrise pas trop comment cela se passe pour que de plus en plus nous assistons à une montée, une descente, une progression en temps de scie. Oui, il faut dire que un travail se fait. Donc c'est l'adversaire qui est coriace et comme l'a dit Aliou, c'est au milieu de la saison, il y a eu un changement, tout ça là qui n'a pas favorisé, sinon que lorsqu'on jouait les phases de poule, les phases de groupe, tout ça, la Buffle quand même a pu montrer ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que l'année dernière, ils étaient deuxième, ils ont montré, au nord ici, ils étaient quand même premiers, il faut le reconnaître. Et c'est cette manière
le départ des joueurs qu'on a enregistrés avant le début de la Super League Pro qui a occasionné tout ceci. C'est le fait de cette réorganisation brutale et subite de l'équipe qui nous fait assister aux résultats que nous voyons. Et pour les avertis du football, ce n'est pas une surprise, mais j'étais sur le match de ce week-end où Buffla a joué, mais au-delà de tout ce qu'on peut leur reprocher, est-ce qu'il ne faut pas retrouver aussi des erreurs individuelles? Parce que ce que moi j'ai constaté, ils avaient tout sauf un gardien de but. Non, mais je crois que c'est le mal même des Buffles du Borgo dans cette Super Ligue professionnelle. Depuis le départ de Serge Marcel Obassa, ils n'ont pas su véritablement anticiper les choses, et c'est pareil également sur bon nombre de postes dans cet effectif des Buffles du Borgo. Vous avez vu, il y a cet Odilon qui est venu, mais après il y a également le Nigérian qui est arrivé, et on ne sait véritablement lequel est encore mieux parmi, parce que les deux enchaînent vraiment des contre-performances, et ça, je crois que ça fait partie des points sur lesquels les supporters sont vraiment furieux en ce moment, parce qu'ils ne sont pas du tout satisfaits. On voit quand même un certain nombre de joueurs qui continuent quand même de maintenir le cap, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Malheureusement, dans ce même lot, il y a d'autres par contre qui franchement passent complètement à côté de la plaque, et ça plombe pratiquement tous les efforts du groupe. Donc oui, en ce moment, les Buffles du Borgo ont tout sauf un gardien, ont tout sauf des gardiens, parce que les deux qu'ils en ont en ce moment, franchement, ça laisse à désirer. Malheureusement, je me dis comment est-ce qu'ils vont réussir vraiment à corriger cela, parce qu'on sait ce qui a fait la force des Buffles du Borgo au cours des 10 dernières saisons, c'est vraiment la qualité de leurs gardiens de but. Ça, il faut le reconnaître. Il y a eu... oui, bien avant ça, il y a les Sofo Sourayou. On va rester à côté, vous voyez. Donc, à chaque fois, il y avait quand même des gardiens de but vraiment très imposants qui pouvaient participer à eux seuls, même permettre aux Buffles du Borgo de gagner un match. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est dire que ça doit faire réfléchir les dirigeants, ça doit faire réfléchir en tout cas tous les acteurs qui sont au cœur quand même de cette formation-là, afin que le tissu soit corrigé. Sinon, la saison prochaine, elle risque encore d'être vraiment très amère. Les Buffles du Borgo, c'est d'abord les gardiens de but, et juste pour corroborer ceci, on sait bien que, parlant de Chérif Capo, c'est quelqu'un qui a fait l'équipe nationale. Très récemment, le dernier gardien des Buffles aussi est sur ce chemin. C'est dit que si... Ils font des gardiens de but. Malheureusement, but. Cette saison, ils n'en ont pas. C'est difficile d'en faire. On va rester dans le championnat pour aborder cet incident malheureux du côté de Niki, où l'USN a affronté Banikwara. Et malgré cette victoire de l'Union sportive des Cavaliers de Niki, un incident malheureux en fin de match, des jets de projectiles, on a assisté à une blessure du commissaire au match. Voilà la gravité de la situation. Des gens qui viennent encore au stade avec des cailloux dans des sacs, des bouteilles et autres. Est-ce qu'on va continuer sur cette dynamique malgré tout ce que fait le gouvernement béninois pour que le sport désormais soit un lieu de plaisir, soit une enceinte de bon vivre? Voilà, il faut déjà dire que ce n'est pas des choses à encourager. Parce que en 2022, en 2023 où nous sommes, il ne faut pas aller au stade encore avec des cailloux dans la poche pour la violence, alors que le sport, c'est d'abord le fair play, le football, c'est d'abord le fair play, et continuer dans cette logique, c'est pas bien. Encore que Cavalier n'en avait pas perdu le jour-là face à Banigansé, qu'on sait très bien, Cavalier n'avait pas perdu, il fallait garder son calme, il fallait garder son sang-froid, et pourquoi pas festoyer pour cette victoire au lieu de blesser un commissaire au match, tout ça là, c'est à déplorer. Un officiel de match qui a reçu un coup de caillou, en tout cas un jet de projectile qui lui a éventré le crâne, on a vu, et circulé sur les réseaux sociaux des images horribles. Et à Touré, qu'est-ce qui peut justifier qu'une équipe, après avoir remporté un match, que les supporters s'en prennent aux officiels? Aucune raison. Aucune raison ne peut justifier vraiment une telle attitude, parce que vous avez une équipe des Cavaliers de Niki qui s'impose. C'est vrai qu'ils sortaient d'une défaite à domicile qui a fait vraiment très mal, qui a fait aussi beaucoup de bruit dans le rang des supporters. Mais après, l'équipe s'est rattrapée en s'imposant face à voilà, un concurrent, on va le dire comme ça, parce que les deux formations, Banigansé et les Cavaliers, comptaient le même nombre de points au niveau du classement général. Donc à l'arrivée, Cavalier quand même parvient comme ça à s'imposer, et
la fête malheureusement qui est gâchée par ce comportement qui n'honore pas la ville de Niki, qui n'honore pas du tout le public sportif de Niki, que nous avons toujours salué ici. Nous avons salué leur maturité parce qu'à plusieurs reprises nous avons été sur ce stade-là et franchement le public il est très discipliné, très fair play. On n'a pas du tout compris comment est-ce que cet incident est arrivé, mais je salue vraiment l'attitude également, la prompte réaction notamment des responsables de l'équipe, parce qu'ils ont véritablement mis les bouchées doubles afin de mettre la main sur l'individu, sur l'auteur de cet incident-là. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut se comporter. En même temps, cette situation vient également un peu pour nous dire qu'il faut renforcer le dispositif sécuritaire dans nos stades. S'il faut passer aux fouilles avant que les supporters n'aient accès au stade, il faut le faire. Il ne faut plus lésiner parce qu'un match de football, c'est d'abord des sensations, c'est d'abord du plaisir, des émotions, tout ça. Ce n'est pas un champ de bataille afin qu'on vienne au stade avec des cailloux dans un sachet de pure water. Je ne sais pas, on n'est pas en guerre ici, on n'est pas... un match de football, c'est d'abord pour... c'est la fête. C'est la fête. Donc encore, on sort d'une belle victoire comme ça, il faut festoyer. Donc il ne faut pas saboter tous les efforts que les uns et les autres essaient quand même de consentir depuis quelques années pour révéler ce sport. On va tirer un coup de chapeau aux responsables de cette équipe de l'Union sportive des Cavaliers de Niki qui juste après l'incident ont produit un courrier déplorant la situation, condamnant fermement la situation et ont promis mettre les moyens à disposition afin de retrouver l'auteur. Ce qui s'est fait les instants d'après, on aurait appris que l'individu auteur de cet acte a été appréhendé et qu'il sera bientôt confié aux autorités compétentes afin que le droit soit dit et que désormais de tels actes émanent de ce reproduisent. Est-ce qu'on va dire que les supporters, les spectateurs du Nord, ça peut paraître peut-être régionaliste, mais chaque fois qu'on entend ce genre de situation, c'est toujours dans le Nord, c'est toujours dans le Septentrion, et la plupart du temps, c'est quand les clubs du Septentrion s'affrontent en termes de match, et vous ne verrez jamais les Buffs, comme exemple, ont joué contre Dynamo d'Abomey, ils ont perdu. Il n'y avait pas eu incident, mais Banikwara, Niki, Ndali, Damissa, Takouné, c'est toujours à ces moments qu'il y a de ces situations de violence, malgré que jusqu'à aujourd'hui, il y a des supporters des Buffs du Borgo qui se retrouvent en prison pour cause de violence. La situation perdue, la violence sur les stades, c'est difficile, ça a la peau dure. Oui, il faut reconnaître que c'est la concurrence qui le fait. Et on n'a pas encore ce sentiment-là de bien vivre, de digérer, alors que ce qui s'est même passé à Niki, ce n'est pas la proximité, cette difficulté que nous avions à cohabiter dans le Nord, parce que je ne comprends pas, on est frères au Nord, que deux clubs du Nord s'affrontent en termes de match où on devait festoyer et qu'après ça devienne des scènes de bataille. J'ai du mal à comprendre cette situation. Comme je le disais, pour moi personnellement, c'est la concurrence. Parce qu'on m'a dit, si Niki ne gagne pas Cavalier, Cavalier était là avant Banigansé, ils ont commencé il n'y a pas longtemps, Damissa a commencé il n'y a pas longtemps, comment ils seront devant Niki, des trucs comme ça que les supporters n'arrivent pas à digérer, alors que le football, on devait aller au-delà de ça, on devait festoyer tout ça là, et c'est des situations à déplorer, et je félicite, comme vous l'avez dit, les responsables de l'US Cavalier, qui ont déjà pu mettre la main sur l'individu qui sera confié à la justice bientôt. Justement sur la question, je voudrais quand même dire que c'est bien déplorable parce qu'il y a 2 saisons en arrière, un peu comme vous étiez en train de le dire, des supporters, des incidents pareils se sont produits, des supporters sont derrière les barreaux depuis plusieurs mois maintenant. Donc ça devrait normalement servir de leçon à tout le reste. Malheureusement, ça se répète. On se souvient qu'en 2022, ça s'est passé du côté de Bembereke. Maintenant, nous sommes en 2023, ça se déroule du côté de Niki. On va dire que ça se rapproche de Parakou. Donc attention parce que franchement, je pense que depuis quand même quelques temps du côt de Parakou, on a pris conscience aussi, on a vraiment pris toutes les dispositions aussi. Vous avez vu, il y a une police civile qui gère désormais les supporters, donc en complicité bien évidemment avec la police républicaine. Donc l'autre chose aussi, c'est vrai, il ne faut pas forcément faire de cet incident un truc exclusif au public
public sportif du Septentrion. On a eu des cas du côté d'Adjoum lors de ce match entre Dragon de Lemay et la formation de l'Asvo. Donc c'est un peu un truc, on va le dire comme ça, c'est récurrent dans notre championnat, dans tous les 4 coins du pays. Donc je crois que désormais, il faut sanctionner. Quand on sanctionne, il faut rendre ces sanctions-là publiques pour que les autres puissent se dire qu'attention, ça veut dire que dès qu'un jour je me comporte de telle façon, je peux être privé de ma liberté pendant peut-être 12 mois, pendant peut-être 24 mois. Donc je pense qu'à ce moment-là, lorsque les uns et les autres vont se rendre compte de la gravité en tout cas de tout ce qui se passe là, peut-être que ça va un tout petit peu diminuer dans nos stades. Au-delà de ça, je voudrais ajouter que des supporters de Buffle qui sont toujours en prison, les autres le savent. Donc je pense qu'il faut suivre l'exemple de Buffle qui ont déjà mis la police, une police civile locale qui gère les supporters. Je pense que quand les autres aussi vont aller dans ce sens, tout va s'arranger. On ne va pas attendre que tous les stades subissent ces états de choses avant de pouvoir mettre en place les mécanismes, les méthodes pour pouvoir barricader, pour pouvoir sensibiliser, parce que c'est surtout le nœud de la question. Il faut sensibiliser le supporter afin que les matchs de football du côté du Septentrion, du côté du Sud, dans tout le Bénin entier, soient des occasions de fête. On va dire aussi aux responsables, aux instances chargées de la régulation au niveau du football que l'essentiel n'est pas de faire fermer le stade. Il faut pouvoir responsabiliser des gens. Quand un supporter s'en prend à l'arbitre et qu'on n'arrive pas à le détecter, il faut le sanctionner avec la dernière rigueur et permettre aux autres pacifiques de pouvoir continuer par venir suivre le passe-temps, de pouvoir continuer par venir se divertir. On va aborder un autre sujet, c'est cette actualité de la liste des A et des A', des A qui ont été divulgués ce matin par le sélectionneur national. On va l'écouter et revenir. Marcel Kandilou, Serge Obassa, Khaled Adenon, Brandon Ogounon, Youssouf Assoba, Cédric Nkondi, Rachid Moumini, Rabiou Sankamao, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Matteo Arlenvi, Dodo Doku, Prince Dossou Ricardo, Imran Hassan, Rodrigue Kossi, Junior Olaïtan, Stéphane Sesséan, Alid Djampata, Jodel Dossou, Andreas Rontondi, Marcelin Koupo, Steve Mounier, Sebio Soukou et le 25e sur la liste, Tossin Aïdou. On est là aussi pour faire une équipe pour l'avenir, pour le futur. D'où l'absence de certains déjà qui ont pris un peu d'âge et à qui on doit quand même une grande reconnaissance parce qu'ils ont beaucoup fait pour le football béninois. Mais à un moment donné, il faut faire de la place aux jeunes talents et aussi aux joueurs qui sont ici au pays, parce que j'ai vu que le niveau du football ici n'est pas mal du tout. Et qu'à travers les matchs qu'on a vus, qui se jouent dans des bonnes conditions, sur des pelouses très correctes, avec un arbitrage que je trouvais également impeccable, un championnat qui est bien organisé par rapport à d'autres pays où le championnat n'a même pas lieu. Je dois dire que le championnat est régulier, il est de qualité et toutes les équipes jouent pour vraiment pratiquer un bon football et évidemment gagner les matchs. D'où la présence de quelques joueurs locaux, il y en a 5 en tout, ce qui est quand même pas très courant en Afrique d'avoir autant de joueurs locaux. Ensuite, on a 4 nouveaux joueurs qui sont là pour la première fois. Et comme vous le savez, tous ces nouveaux joueurs, à un moment donné, auront un bizutage. Donc il va falloir préparer ça à l'hôtel pour qu'ils puissent chanter une chanson ou danser comme ils veulent. Et on aura 7 joueurs qui ont moins de 21 ans, ce qui est un chiffre considérable. Dont un qui n'a même pas 18 ans et 4 qui ont 19 ans. Donc je crois qu'il y a pour l'avenir du football béninois des bonnes choses.
L'information était attendue, tout le peuple béninois avait croisé les doigts pour voir ces écureuils. Autant pour moi, Seguepa. On va finir par s'appuyer à ce nouveau nom, Seguepa, qui vont défier les Lions de la Teranga pour ce match crucial, un match où il va falloir faire un bon résultat, sinon continuons par espérer nous qualifier pour cette compétition, cette CAN. On va aller directement au niveau de cette liste et voir. Au niveau des gardiens, nous avons avec Aliou, nous avons Marcel Dandinou, nous avons Alagbe Satunet et en plus Serge Bassa qui est un gardien évoluant dans le championnat béninois, un joueur qui a déjà goûté à cette sélection lors de cette dernière confrontation de la 3e et 4e journée de ces éliminatoires. Serge Bassa, c'est un ancien gardien des Buffs. Les Buffs ont gardé cette autorité de produit des gardiens, Serge Bassa, du côté de l'AS Cotonou. Mais véritablement, pour ma part, qu'il ne convainc pas du côté de l'AS Cotonou avec des blessures à répétition. Mais le sélectionneur lui a fait confiance et l'a rappelé. Oui, le sélectionneur lui a fait confiance et il a pu quand même justifier son choix. Il disait d'abord que voilà, depuis le retour, il faut déjà préciser que depuis son retour de ce regroupement, oui, il y a eu ce bobo, mais après il a quand même enchaîné une bonne série de matchs dans le championnat. D'ailleurs, il était à Parapou ici lors du dernier match de l'AS Cotonou face au Buffalo du Borgou. Il a également disputé le dernier match de la Super Ligue professionnelle. Et au-delà de tout, je crois que le sélectionneur, il a été aussi très précis lors du dernier regroupement. Il y a un programme spécifique qui a été adressé à pratiquement tous les joueurs et on va suivre leur progression, leur évolution, comment est-ce que ça travaille. Donc, de telle sorte que personne ne vienne à ce regroupement en mauvais état, en baisse de forme, tout ça. Donc, aujourd'hui, je me rends compte que le poste de gardien de but dans une sélection, c'est vraiment un poste aussi sensible où il ne faut pas forcément à tout moment alterner. C'est important d'avoir quand même cette confiance, une certaine stabilité et continuer par faire le travail. Là, je pense que c'est dans cette logique-là que s'inscrit aussi notre rôle et c'est justement ce qui peut-être peut justifier bien évidemment cet appel encore de Serge Marcel Obassa qui va continuer forcément par apprendre dans cette sélection, surtout aux côtés de ce grand monsieur qui est désormais le coach des gardiens de Guépa du Bénin, ancien qui a entraîné surtout un gardien comme Hugo Louris. Donc vous voyez, c'est un monsieur pétri de talent et surtout d'expérience. Donc quand vous avez des jeunes gardiens comme Serge Marcel Obassa, comme Marcel Dangenou qui peuvent donc apprendre de ces gens de messieurs-là. Et il faut leur donner suffisamment d'opportunités, surtout de temps. Oui, Eman, on ne va pas spéculer sur la hiérarchie au niveau des gardiens de but, mais le choix, la sélection de Satunet Alagbe fait quelque peu polémique pour certains. Il n'est pas en compétition, il n'a pas joué beaucoup de matchs du côté de la France où il évolue. Mais est-ce qu'on va dire qu'on l'a sélectionné à défaut? On n'a pas mieux. Non, comme le disait Aliou, il faut, le poste de gardien c'est très sensible. Il ne faut pas tout le temps changer. Il faut mettre confiance, il faut mettre sa confiance en trois personnes et les guider. Il ne faut pas voir que là-bas il ne joue pas, mais dans tous les cas il fait des entraînements, il s'entraîne tous les jours et puis bon, je suis sûr que face au Sénégal il va montrer de quoi il est capable. Mais je voudrais quand même préciser effectivement sur le cas de Satunet Alagbe, depuis un bon moment il ne joue pratiquement pas, il n'a joué que 7 matchs cette saison. C'est assez peu pour un gardien quand même de sa trempe. On voit ces statistiques-là affichées, donc 3 buts encaissés en 7 matchs disputés. Donc pour un gardien de but évolué en Ligue 2, c'est vrai que par la suite son club aussi est descendu. Mais je pense que pour ce qu'il nous montre ces 2 dernières saisons, lorsqu'on fait appel à un certain nombre de jeunes, il va falloir qu'ils se sentent désormais bousculés aussi. Satunet Alagbe doit comprendre que désormais il y a des jeunes derrière. Et donc à partir de ce moment-là, c'est au sélectionneur de mettre en place cette concurrence-là. Il faut qu'ils se sentent désormais en concurrence avec les jeunes qu'on appelle. Sans quoi Satunet Alagbe va peut-être continuer par rester dans son éternel confort, tout ça, et ça ne va peut-être pas profiter au Bénin. Donc c'est au sélectionneur maintenant de dire, bon, attention, vu que sur les 2 derniers mois, tu n'as même pas disputé le moindre match, on
avoir fait place peut-être au gardien ayant disputé le plus de minutes au cours de ces derniers mois. Donc, on fait place. À partir de ce moment-là, il peut se poser des questions et se dire, attention, ça veut dire qu'au niveau de la suite de sa carrière également, il peut mesurer peut-être le choix sportif à faire désormais, s'il faut continuer par se battre, s'il faut corriger quelque chose à lui de savoir, s'il faut peut-être changer même de club pour pouvoir bénéficier désormais de plus de temps de jeu. C'est à partir de ce moment qu'il va. Mais si à chaque fois on va continuer par le faire appel, même s'il ne joue pas en club, et tout de suite on le titularise en sélection nationale, attention, il risque de dormir dans un fauteuil tout fait et ce ne serait pas bien placé. Il va dormir sur ses lauriers, peut-être bien que ce sera compliqué pour cette équipe du Bénin dans les mois à venir. Vivement que Saturnin Alagré puisse avoir de très bons résultats, quand bien même il n'a pas disputé beaucoup de matchs. On va espérer que toutes les consignes qui lui sont données par le sélectionneur ont été suivies pendant la période où il n'y avait pas de regroupement. Et on va aborder rapidement, avant les absents, ce retour en sélection de Marcelin Coupeau et Rodrigue Kossi. Comment vous prenez cette nouvelle? Voilà, moi je salue déjà cette tournée de Guénot Rock qui a quand même visité les stades, le championnat béninois pour pouvoir choisir ces joueurs qui jouent ici. Et sur la liste, ce n'est seulement pas les joueurs expatriés, les binationaux. On a constaté également la présence des locaux, comme Momouni Rachid de Ayema qui fait, et pour sa première fois qu'il vient d'être invité, tout ça là, il faut saluer ça. Oui, on a des absents pourtant dans cette équipe, des gens très habitués qui ne sont pas retenus pour cette fois-ci. Il y a Cécile Almeida, il y a Jordan Adeoti surtout qui est un peu Oui, quand on est sélectionneur, vous savez, voilà, on est plus de 12 millions de Béninois. Ça veut dire que si chaque Béninois devrait faire une liste, normalement, ça veut dire qu'on aurait peut-être 12 millions de listes différentes. Donc, à un moment donné, on se rend compte que Guénot Rock, il était obligé de faire des choix. Il a vraiment fait des choix. C'est vrai que sur le cas de David Kiki, on parle d'une blessure, mais Jordan Adeoti, Cécile Almeida, que s'est-il passé concrètement? Est-ce qu'on peut lier cette non-convocation au fait que ces joueurs, principalement, aient quitté le regroupement, le dernier regroupement du côté de Kigali, justement parce que le match avait été prolongé jusqu'à fenêtre FIFA. Les clubs avaient réclamé le retour de ces joueurs-là. Peut-être qu'ils n'avaient pas fait l'effort de convaincre le club pour rester avec la sélection, tout ça. Est-ce qu'on peut mettre ça sous le coup? Mais je me dis que non, le sélectionneur national, depuis sa prise de fonction, quand même à la tête de ces guépards du Bénin, il a toujours martelé, il est là pour mettre en place une équipe d'avenir. Donc, quand on veut faire quelque chose dans une perspective d'avenir, il faut forcément miser sur des jeunes. Et il faut faire des choix forts. Et en ce moment, peut-être que c'est Cécile Almeida, Jordan Adeoti qui en paie les frais sur ce coup. Mais attention, il reste encore bientôt un match encore crucial qui pourrait venir. Et peut-être que ces cadres-là pourraient également faire le retour. Oui, le choix de la jeunesse est fait et affiché clairement par le nouveau sélectionneur. Et il y a un cas dans cette sélection qui fait couler beaucoup d'encre, mais pas de façon négative. Il y a ce jeune joueur de l'Asvo, joueur âgé de 17 ans, qui a été appelé pour la première fois en sélection nationale. Pour beaucoup de personnes, c'est une bonne nouvelle, donner la chance à ces jeunes de pouvoir commencer par apprendre. Il ne s'agit pas de jouer tout de suite en sélection, mais déjà d'être aux côtés des plus grands pour apprendre. Notamment, on va parler de Prince Ricardo du côté de l'Asvo. Oui, c'est ce que je disais, c'est cette tournée organisée par Guénot Rock qui a favorisé à détecter les talents au plan local. Le travail de ce joueur qui, quand même, ils sont troisième. Pourquoi on pouvait prendre un joueur de Coton pour dire que ouais, ils sont premiers ou bien deuxième l'autopopo, mais cela voudrait dire que c'est le travail c'est son travail qui a facilité le. Oui, en parlant de son travail, le sélectionneur a même précisé qu'il a supervisé plus d'une fois, histoire de véritablement se rassurer de ce qu'il a observé déjà une première fois. Il s'est rassuré et aujourd'hui, il lui a donné sa chance. Venir en sélection nationale, ce n'est pas donné à tout le monde, mais à 17 ans, il est venu. Ricardo va véritablement être un joueur hors pair. Non, mais je pense que cette précocité-là, je pense qu'il faut aller peut-être fouiller encore dans l'histoire du pays pour voir le record d'un dernier jeu, le plus jeune à être appelé à cet âge-là. Donc je pense que franchement, c'est vraiment assez fort ce choix du sélectionneur national parce que par le passé, effectivement, on privilégiait les vétérans, les expérimentés, tout ça. Mais un peu comme il est en train de l'affirmer, de l'afficher depuis son arrivée au Bénin, donc on se dit que oui, le jeune Ricardo a forcément
quelque chose, a affiché un talent qui a peut-être impressionné Gaynor Roy. Et il se dit qu'en lui donnant peut-être cette chance de venir découvrir la tanière de la sélection nationale, ça pourrait encore aider le garçon, ça pourrait aider encore le jeune à peaufiner son talent davantage, tout ça. Donc je pense que même s'il ne va pas jouer, c'est quand même déjà bien. On a l'habitude de voir ce genre de choix dans les grandes sélections européennes et même américaines, avec les Ansu Fati qui découvrent précocement les sélections, Mbappé, tout ça. Donc aujourd'hui, si nous avons de ce genre de garçons, ça veut dire que vous voyez un peu, ça peut aussi faire une sorte, je ne sais pas comment le dire, mais de visibilité pour le jeune garçon. Ça peut susciter de la curiosité et de l'intérêt de la part notamment des recrutés. Mais c'est qui ce petit garçon encore de 17 ans que Gaynor Roy, un technicien quand même assez respecté sur le continent. Depuis une dizaine d'années, il officie sur le continent. Le voici maintenant qui fait confiance à un jeune de 17 ans. Donc c'est un choix assez fort et peut-être que ça pourrait profiter au football béninois d'ici quelques années. Juste quelques mots sur la sélection des A-Prime, parce qu'il faut dire que concomitamment à la sélection des A, les A-Prime aussi rentreront en regroupement pour cette journée FIFA de juin. Les nôtres vont disputer deux matchs amicaux du côté de l'Égypte. Le sélectionneur national Moussa Latoumi a concocté sa liste purement locale. On y retrouve plusieurs joueurs de coton, plusieurs joueurs de loto, pour dire que les deux clubs qui sont en tête du championnat ont donné beaucoup de joueurs. On a entre autres au milieu de terrain Bawa Salim, Ngodi Gaston, Aoudou Gislin, Faye Atanda, Sedjame Patrick, Aloko Rosalfo, Abdou Mohamed. En défense, on retrouve quelque peu Olympe Ganti et Nabil Yarou. On a Sabio Moïsou, Facile Rodrigue, Suleiman Bachiro, dites-nous, et cette liste, est-ce qu'elle vous convainc? Oh oui, cette liste me convainc et c'est uniquement des joueurs très talentueux. Comme on le disait dans le premier numéro ici, on parlait du talent de Sabio Moïsou de Damissa et c'est son talent là qui vient d'être confirmé, Nabil Yarou également. Et je voudrais attirer l'attention du gardien de l'US Cavalier qui ces derniers temps quand même a quand même pris des buts des moindres. Donc il a produit une bonne prestation, c'est forcément ce qui lui a valu. Je pense quand même qu'attention sur le cas du gardien de but de l'Union sportive des Cavaliers de Niki, c'est l'un des rares gardiens à avoir disputé jusque-là toutes les 21 journées de la Super Ligue professionnelle. Donc sa régularité dans cette Super Ligue professionnelle, et peut-être lorsque vous regardez au nombre de buts encaissés, c'est vrai 14 buts encaissés, mais il a 9 clean sheets, donc pas mal de statistiques comme ça qui peuvent peut-être militer en sa faveur. Vous avez peut-être le gardien ayant encaissé le moins de buts, c'est celui de Coton. Il a aussi joué tous les 21 matchs de cette Super Ligue professionnelle, mais il est sénégalais. Celui qui suit tout de suite, c'est celui de Lotokoko. Et il est appelé, après celui de Lotokoko, je crois qu'il y a celui de l'Union sportive des Cavaliers de Niki. Afiso Adam, un jeune gardien comme ça, vous voyez comment peut-être la saison d'un club peut changer le cours peut-être de la carrière d'un garçon. Vous voyez comme ça, il découvre la sélection après au début de cette Super Ligue professionnelle. Peut-être qu'il n'aurait pas misé sur un tel, une telle sélection. Un tel scénario peut-être, mais aujourd'hui ça arrive pour lui. Je pense que c'est comme ça que tous les autres joueurs du championnat national devraient désormais agir, se dire qu'à tout moment on peut avoir notre chance. Et je pense que le cas du gardien de l'Union sportive de Cavaliers de Niki devrait quand même inspirer plus d'un. En tout cas, Léo, c'est une liste qui, un peu comme beaucoup, fait rarement l'unanimité, parce qu'à la publication, tous les Béninois, tous les internautes étaient pratiquement unanimes sur la qualité de cette sélection qui a été faite, et vivement qu'elle va contribuer à pouvoir rehausser le niveau au plan du football local. On va aller rapidement voir un bout de l'aperçu et revenir conclure cette émission. Les qualités d'un arbitre, ce sont les comportements ou bien les attitudes qu'un arbitre doit avoir nécessairement avant de diriger un match. Nous avons 4 types de qualités. La première, c'est la qualité physique. La deuxième, c'est la qualité morale. La troisième, c'est la qualité technique. Et enfin, la quatrième, la qualité technique. Lorsqu'on prend la toute première qualité, qui est la qualité physique, c'est que pour un arbitre qui est désigné pour un match, a forcément
des qualités exceptionnelles, dont la toute première est la qualité physique. Cette qualité permet à l'arbitre d'être endurant sur l'aire de jeu, d'avoir la force sur l'aire de jeu, la vitesse, la souplesse, la détente. Et tout ça là réuni donne sa condition physique qui doit tout le temps travailler pour être toujours au top lorsqu'il y a une rencontre. Un arbitre qui n'est pas physiquement, qui n'a pas ces conditions physiques en bon terme, ça veut dire qu'il sera loin des actions. L'arbitre doit, dans son chronogramme, par rapport à ses activités professionnelles, doit établir un programme. Et ce programme doit être respecté rigoureusement. Seconde, c'est la condition morale. À ce niveau, c'est cette condition que j'aime d'un arbitre. La toute première condition morale pour l'arbitre, la qualité morale pour l'arbitre, c'est qu'il doit avoir le courage. Il doit avoir le courage. Ça dit quoi? Même si à la 90e minute, un pénalty apparaît, il doit avoir le courage de siffler ce pénalty-là. Il ne doit pas dire que c'est l'équipe de mon oncle, c'est l'équipe de tel député, c'est l'équipe de tel président pour ne pas siffler le pénalty. Il doit avoir le courage de siffler cette pénalty. Ensuite, il doit être impartial. L'impartialité, c'est qu'il ne doit pas prendre parti pris à une équipe. Il ne doit pas choisir une équipe. Il doit officier les mêmes fautes commises par l'équipe A. Si ces mêmes fautes sont commises par l'équipe B, c'est qu'il doit également siffler. Il ne doit pas fermer les yeux sur d'autres fautes. C'est pourquoi on dit qu'il doit être impartial. La loyauté, on doit sentir en lui que c'est un arbitre loyal. La loyauté, ça veut dire quoi? Il est franc, il est sincère dans ses rapports. Ce n'est pas un arbitre menteur. C'est ça la loyauté, un arbitre. Ensuite, il doit avoir aussi la modestie. Ça veut dire qu'il doit accepter qu'on le critique. La modestie, c'est que l'arbitre doit accepter qu'on le critique. Maintenant, il faut aussi l'autorité. Voilà encore l'une des qualités. L'autorité de l'arbitre. Sur l'aire de jeu, l'arbitre doit marquer son autorité. Il ne doit pas être influencé. Il doit être toujours présent et prendre la bonne décision et ne pas être influencé sur c'est ça l'autorité. Donc, il va savoir s'imposer. Il y a le sang-froid. Donc, pour prendre cette décision, il ne doit pas se précipiter. Par exemple, s'il veut donner un carton rouge ou un carton jaune, il n'a pas besoin de se précipiter avant de faire sortir ce carton. De risque de faire sortir une autre couleur à la place de l'autre. Ensuite, il doit avoir le fair play. Ouais, l'arbitre doit avoir le fair play pour qu'il puisse transmettre ce fair play-là aux joueurs. Ouais, voilà quelques-uns des qualités morales de l'arbitre. Il faut bien avoir aujourd'hui des arbitres qui peuvent apprendre les lois du jeu. Ils doivent apprendre les lois du jeu. S'il n'est pas allé à l'école, s'il n'a pas un niveau d'instruction, il ne peut plus être arbitre aujourd'hui. Il ne peut plus officier. Vous avez compris maintenant? Donc, c'est par rapport à ça, on dit que la qualité technique lui permet d'avoir un niveau. Ensuite, de savoir rédiger un rapport. À la fin d'un match, il doit être prêt à rédiger un rapport. C'est pourquoi il doit avoir la qualité intellectuelle. Ouais, maintenant, on finit avec la qualité technique. C'est la bonne application, c'est cette qualité qui permet à l'arbitre de mettre en pratique sur l'aire du jeu ce qu'il a appris, les lois du jeu qu'il a eu à maîtriser. Il doit savoir distinguer les différents types de fautes. Les différents types de fautes, les corners et les coups francs, il doit savoir les différencier. Ouais. Donc la qualité technique, c'est cette qualité qui permet à l'arbitre de mettre en application les lois du jeu. Aliou, c'est déjà la 22e journée du championnat professionnel, déjà jeudi, avec ce calendrier réaménagé par la Ligue professionnelle de football. Damissa ici qui reçoit Dragon sur une bonne dynamique. Damissa qui revient de la Plafoue avec une défaite. Comment entrevoyez-vous ce match? Je pense que ça va, surtout du côté de Damissa, on va vouloir forcément se relancer, surtout qu'on est à domicile. Je crois que depuis qu'ils ont commencé par jouer sur cette pelouse synthétique du centre d'excellence de Ndali, ça se passe plutôt bien pour cette équipe de Damissa. Donc j'espère que face aux Dragons de l'UME, ils vont encore continuer dans cette même veine. La 22e journée, c'est quoi
vos appréhensions. L'auto Popo, c'est vrai que vous aviez déjà mis l'auto deuxième, Coton premier, c'est votre classement, je le retiens. Mais pour les autres matchs, est-ce que ce sera de la figuration ou les équipes de bas de tableau chercheront forcément à remonter? Ah oui, comme Buff cherchera à gagner et je souhaite vraiment que Buff gagne pour cette 22e journée. On va retenir que Herman est un fervent supporter de Buff du Borgou, ce club qui n'a pas envie de voir dans les tréfonds, les profondeurs du classement. C'est son souhait que Buff puisse gagner à la prochaine journée. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je précise simplement que vous pouvez retrouver cette émission sur les canaux digitaux de ces 3 médias. Il s'agit bien de Dema TV, il s'agit de ABM Sport et d'Abaro TV. Retrouvez en rediffusion cette émission sur toutes ces plateformes et suivez-nous. Gardez le rendez-vous. Si vous avez suivi aujourd'hui, c'est bon. Le prochain rendez-vous, c'est pas demain, mais mardi qui vient. Agréable soirée à vous.